Tout d'abord, je veux remercier la société tunisienne pour l'excellent congrès, l'excellent programme, et puis pour l'énergie que mettent ces hommes et ces femmes pour effectivement pour ce pays. Vive la Tunisie, vive la STGO. Donc je vais parler d'un sujet qui est assez vaste. L'endométriose et l'adénomiose et la FIV. Il y a dans un sujet, il y a beaucoup d'autres data, d'autres peu. Pour commencer, c'est que l'introduction, vous la connaissez. L'endométriose, c'est la présence de tissus de type endométrial à l'extérieur de l'utérus qui cause une inflammation chronique. Sa prévalence est inconnue, mais elle est estimée à 2 à 10% chez les femmes âgées dans l'âge à procréer. Le taux de fécondité mensuel de 2 à 10% par rapport au couple fertile qui est de 15 à 20%. L'adénomiose, elle est définie par la présence des glandes endométriales ainsi que des cellules stromales dans le myomètre, associées à une hyperplasie du muscle lisse adjacent. On sait que l'endométriose, en général, c'est la deuxième cause d'infertilité chez la femme après les dysfonctions ovulatoires. Et puis, les mécanismes d'action d'endométriose légère et minime sont différents de l'endométriose avancée, et ceci par un effet toxique sur les gamètes et les embryons, un affaiblissement de la mobilité des cils tubaires, un état inflammatoire dû à la sécrétion des cytokines, avec des facteurs de croissance, augmentation de sécrétion du VEGF. Il y a un environnement folliculaire qui est anormal, qui est riche en cytokines. Il y a une apoptose accélérée au niveau des cellules de la granulosa, avec une capacité accrue phagocytaire des spermatozoïdes, et puis une altération du taux d'implantation due à une diminution de la réceptivité endométriale. Et pour insister un peu sur ce point, il y a beaucoup de femmes qui ont, vous allez voir après dans les résultats, qui ont un taux d'implantation qui est plus bas comparé aux femmes qui n'ont pas d'endométriose. Et dans ce cas, nous, on a ce test qui est le test ERA à disposition. Donc, on a commencé à sélectionner ces patientes spécifiquement qui ont un endométriose, et on a vu effectivement quand on cultivait les blastocystes et on transférait à J5, J6, on était en dehors de la fenêtre d'implantation. Donc peut-être il faut revoir tout ça. Voilà, l'endométriose, vous connaissez, donc les images, elles sont parlantes. Donc ça, malgré ça, il y a beaucoup de gynécos qui passent à côté de ces images et ne reconnaissent pas l'endométriose. En plus de ça, dans les cas sévères d'endométriose, il y a une altération de la libération des ovocytes due aux adhérences pelviennes et des endométrieux, la présence d'endométriome, une déficience dans le transport tubaire, un blocage de la migration des spermatozoïdes, et puis bien sûr dû à l'état adhérentiel qui est présent et parfois qui peut être massif. On sait que l'endométriose, elle a un effet négatif, elle est surtout minime sur les résultats d'insémination. Et là, vous voyez bien les résultats des femmes qui ont été traitées, pas traitées, et le taux de grossesse. Et vous voyez qu'il y a une différence qui est non négligeable. Pour les résultats de fécondation, quand on regarde les résultats ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec le pointeur, ma foi, que les résultats en termes de fertilisation pour les stades 1 et 2 d'endométriose comparé au contrôle, c'est-à-dire absence d'endométriose, le taux de fertilisation, il est plus bas dans les stades 1-2 et pas de différence pour les stades 3-4. Par contre, effectivement, les analyses statistiques, l'échantillonnage, quand on fait ces études, l'étude de Harb qui est c'est-à-dire comme une Cochrane, qui ne montre pas de différence, mais effectivement, les datas ne sont pas homogènes. Le taux d'implantation, il est diminué de moins de 21% pour les stades 3 et 4, comparé au contrôle. Les grossesses cliniques aussi diminuées, mais pas dans les stades 1 et 2. Le traitement de fécondation ne semble pas augmenter le taux de récurrence des lésions et des symptômes des endométrioses. Ça, c'est une fausse idée, c'est un dogme. Une dame qu'on stimule, eh ben, elle va récidiver. Qu'en est-il maintenant du traitement médical chirurgical? Quel est le meilleur choix? Qui vient en premier? Ça, c'est tout un débat, mais pour résumer tous ces points, ce qu'on peut dire que le traitement après traitement avec les agonistes de la GnRH augmente significativement le taux de naissance vivante par rapport à l'absence de pré-traitement.
Les résultats de la fécondation in vitro dans le traitement préalable de l'endométriose avec une pilule versus les traitements d'aide à la procréation chez les femmes sans endométriose, il n'y a pas de différence. Et il est recommandé d'utiliser la pilule contraceptive dans le cas d'infertilité associée à l'endométriose, en particulier si la fonction tubaire est compromise ou s'il existe une infertilité masculine. Pardon, stimulée, ce n'est pas la contraception, c'est Controlled Ovarian Hyperstimulation, c'est la stimulation. Et puis, un traitement pendant 3 à 6 mois avec des agonistes de la GnRH chez les femmes atteintes d'endométriose augmente les chances de grossesse clinique de plus de 4 fois. La chirurgie, et bien sûr, on va résumer aussi en quelques points. Le but de la chirurgie, il est essentiel. On sait qu'on aime bien opérer, maintenant il faut aussi temporiser. Le but, c'est de retirer les implants endométriosiques, macroscopiques, et puis restaurer une anatomie normale quand tout ça n'est pas présent. Si impossible, il faut peser effectivement les inconvénients des procédures chirurgicales et bien sûr privilégier la chirurgie laparoscopique, car comme vous savez tous, les dommages des tissus sont minimes, il y a l'agrandissement qu'on peut utiliser, récupération plus rapide pour la patiente et le séjour hospitalier plus court. Maintenant, pour la chirurgie et les stades d'endométriose, on sait que la laparoscopie opératoire, les résultats en termes de grossesse sont supérieurs à la laparoscopie diagnostique et l'effet il est positif en ce qui concerne en termes de naissance vivante et de grossesse en cours. Et le laser CO2 vaporisation, les résultats sont supérieurs à l'électrocoagulation à la monopolaire bipolaire et ça a été montré par des taux cumulés de grossesse spontanée qui étaient plus élevés. Pour l'endométriose stade 3, stade 4, il y a malheureusement un manque d'essais randomisés et de méta-analyses. Et puis les études non randomisées, non contrôlées avec des résultats variants, elles montrent des résultats qui varient de 30 à 67% de taux de grossesse post-opératoire. On peut prendre 3 études de cohorte de haute qualité parmi celles-là qui montrent qu'effectivement, pour les stades 3, les résultats de grossesse après laparoscopie entre 57 et 69%, l'attitude expectative, elle donne des résultats à 33%. Pour les stades 4, après chirurgie, 52 à 68% en termes de grossesse, et puis pas de grossesse dans les attitudes expectatives. Maintenant, la discordance des résultats entre les différents stades de la maladie ne montre aucune corrélation entre la classification clinique de la société américaine et en termes de fertilité. Et comme disait le professeur de la Jolinière, un besoin de définir un profil phénotypique des lésions et puis surtout personnaliser le choix du traitement. Maintenant, chirurgie endométriome et résultats après traitement, il y a cette image qui est assez parlante qui montre le kyste endométriosique qu'on voit et dessous, il y a effectivement ces petits follicules, montrant aussi que lorsqu'on fait notre chirurgie, comment on peut enlever avec les follicules qui sont sous-jacents, tout en sachant aussi, selon la théorie de Jacques Donez, c'est que les plans de clivage est en rapport avec l'âge du kyste. C'est-à-dire, tant que vous avez un plan de clivage, l'âge, il est jeune. Et plus vous allez vous enfoncer et moins de plans vous trouvez, ça veut dire que là, le kyste, il est plus ancien. Donc, il faut s'arrêter l'acharnement. Maintenant, quelle technique? Ça, c'est pour résumer. On va aller très vite. L'excision, comme vous savez tous ce que c'est. Et là, on a participé actuellement dans les guidelines des techniques chirurgicales et aussi fécondation in vitro qui vont sortir très prochainement pour les chirurgies d'endométriome et pour les nodules de différentes localisations. L'excision, c'est effectivement le clivage en traction divergente. Et ça, je pense que tout le monde le fait. Il y a la technique ablative, c'est-à-dire ouvrir le kyste et le drainer. Et puis, bien sûr, la destruction de la paroi, soit par le plasma jet, soit pour l'énergie laser, ou le courant bipolaire. Et puis, il y a cette technique qui est combinée, qui fait excision d'une partie du kyste, plus une vaporisation laser ou monopolaire. Mais tout ça dépend de l'attitude du chirurgien.
Cependant, ce que montrent les guidelines de l'ESHRE, c'est que l'infertilité plus endométrium supérieur à 3 cm, excision, les résultats sont en termes supérieurs à l'ablation chirurgicale en termes de grossesse spontanée en post-opératoire. Maintenant, les bénéfices et les risques. Les bénéfices de la chirurgie de l'endométrium avant FIV est encore incertain, et ça, c'est tout un débat perpétuel, et il y a un manque effectivement en termes d'essais randomisés. Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées comme argument en faveur de la chirurgie. Cependant, les éléments de preuve disponibles semblent atténuer ces préoccupations, c'est-à-dire pas de réponse ovarienne réduite chez les femmes avec une atteinte endométriosique, pas de différence. On pense aussi que quand on a une patiente avec un kyste en place, quand on stimule, il y a une augmentation de kyste. Toutes les revues montrent que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un risque accru de formation d'abcès après ponction ovarienne s'il y a une présence d'endométrium. La chirurgie ovarienne semble effectivement réduire le nombre de follicules récupérés, réduire les pics de stradiol et augmenter le besoin en FSH lors de la stimulation. Et puis la chirurgie ovarienne peut entraîner des insuffisances ovariennes de l'ordre de 13% des cas. Et la résection d'endométrium de plus que 3 cm ne semble pas améliorer le taux de grossesse dans le cadre quand on recrute ces patientes pour une fécondation in vitro. Et ce qui est recommandé, c'est d'envisager une kystéctomie avant une fécondation in vitro pour améliorer les douleurs associées à l'endométriose ou pour améliorer l'accessibilité des ovaires. Et la décision de procéder à une intervention chirurgicale doit être considérée avec soin si les femmes ont déjà subi une chirurgie ovarienne. Et bien sûr, ils doivent avertir la patiente, c'est le consentement éclairé. Vous avez aujourd'hui tout un débat sur l'information qu'on doit donner aux patientes en termes de diminution de la fonction ovarienne après chirurgie et la perte possible de son ovaire. Maintenant aussi, ces patientes, malheureusement, sont abonnées au bloc opératoire. Donc, les principaux avantages de la chirurgie, il faut savoir, ils sont atteints peu de temps après la première chirurgie. La récurrence sévère des adhérences est aussi due parce qu'il va y avoir une installation de ces adhérences et bien sûr une diminution des nombres de follicules. L'intervention chirurgicale ultérieure ne sont pas susceptibles d'être efficaces pour augmenter la fertilité. Et ici, vous voyez les résultats après les termes de grossesse. Après une première chirurgie et chirurgie récurrente, vous voyez, il y a quasiment une diminution de moitié. Et bien sûr, ça, c'est les indications de chirurgie versus fécondation in vitro. Et là, il faut vraiment regarder l'âge, la réserve ovarienne, là, s'il y a une fertilité masculine associée, la disponibilité d'un chirurgien qualifié. Ça, c'est très important, même si on est tous des chirurgiens qualifiés, j'espère, mais c'est un point qui est très, très important. L'adénomiose. Là, effectivement, ces études, elles viennent de sortir, en tout cas, quand je dis récentes, c'est 2014, 2015, 2016 et actuellement, où, effectivement, Versellini, qui est actif dans ce domaine, il montre que l'adénomiose utérine et les issues de la FIV, il a fait une revue systématique et une méta-analyse, et qui conclut à l'adénomiose est associée à une diminution de 30% des chances de grossesse. Puis après, il y a Salim, il a regardé effectivement si l'adénomiose réduisait le taux de grossesse chez les femmes infertiles bénéficiant d'une fécondation in vitro. Et là, vous voyez effectivement qu'il y a une diminution du taux d'implantation quand on prend les patientes normales versus adénomiosiques. Il y a une diminution du taux de grossesse clinique, augmentation du taux de fausse couche et diminution des grossesses qui évoluent jusqu'à l'accouchement. Et puis, c'est que l'adénomiose diagnostiquée par échographie, et puis quand elle est diagnostiquée par échographie, on a vu que chez ces patientes, il y a un impact négatif sur le taux d'implantation suite à des patientes qui ont eu des cycles de FIV, des cycles antagonistes à la GnRH. Et là, les résultats sont assez flagrants. Maintenant, est-ce que l'adénomiose aussi, on voit qu'elle n'affecte pas l'implantation seulement, et là c'est Martinez qui a montré chez les patientes avec un don d'ovocytes, associé à une augmentation de fausses couches chez les patientes incluses dans les programmes de ce programme. Et là, effectivement, le résultat de fausses couches,
chez ces patientes, il est élevé. Et donc, l'impact de l'utérus dans la réceptivité. Et que l'effet de l'adénomiose sur la fécondation in vitro et les résultats de traitement, et là, vous voyez, en termes finaux, il n'y a pas de grande différence quand on regarde en termes d'implantation, grossesse et évolution. Et Versilini, à la fin, il regarde et conclut que l'adénomiose est associée à 2 fois de risque de fausse couche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Visane, traitement, quel type hormonal? Franchement, je pense que personne n'a la réponse. Comment traiter ces patientes? Ça, c'est une autre question. Maintenant, on sait que l'adénomiose et l'issue de grossesse, il y a un risque aussi d'accouchement prématuré qui est plus élevé que les patientes qui n'en ont pas. Pour conclure, donc voilà, l'endométriose est une maladie qui est courante chez les femmes infertiles. Elle peut affecter la fertilité de plusieurs façons et à différents niveaux. Le traitement, aussi l'adénomiose d'ailleurs, le traitement médical de l'endométriose n'améliore pas le taux de grossesse spontanée, même aussi valable pour l'adénomiose. La chirurgie est bénéfique pour l'endométriose minimale. Il existe des preuves controversées concernant l'ablation avant ou après FIV. Et puis l'impact, tout en sachant l'impact sur la réserve ovarienne. La PMA améliore les taux de grossesse par rapport à l'absence de tout traitement, mais ces taux restent inférieurs à ceux des patientes sans endométriose. Les patientes peuvent bénéficier d'une combinaison de toutes ces procédures chirurgicales, c'est-à-dire médicales, chirurgicales et ICSI-FIV. Et puis, je remercie tous mes collaborateurs et à votre écoute aussi.